Allons donc commencer d'abord par son Excellence, M. Daouda Diabaté, qui est donc l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près donc des États-Unis. Hein. Bonjour, Excellence, comment allez-vous? Oui, bonjour, M. Jacques Roger. Voilà, encore une fois, merci. Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, la dernière fois, nous devons avoir donc Monsieur le Premier ministre, mais ça n'a pas été possible compte tenu de son emploi du temps très très chargé. Mais aujourd'hui, hein, nous avons donc Monsieur le ministre d'État, Monsieur Adama Dosso, en ligne. Hein. Alors, je vais vous permettre seulement, Monsieur Excellence, de vous adresser d'abord aux auditeurs et puis ensuite à voir son Excellence. Alors, Excellence? Oui, allô? Allô? Alors, voilà, je vous permets. Oui, allô? Oui, comment ça va? Ça va très bien, Excellence. Ok. Voilà. Avant d'avoir Monsieur le ministre d'État, bon, un petit mot certainement de son Excellence. Oui, merci Jacques Roger. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer à nouveau nos compatriotes et les informer que nous avons la visite de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi et de l'Affaires sociales et de la formation professionnelle, le ministre d'État Moussa Dosso, qui est en visite ici à Washington, à la Banque mondiale, et cette visite se poursuivra à Houston, au Texas, dans le cadre des activités relevant de son ministère. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Hein. Alors, donc, sans trop tarder, hein, mais pour ne pas tellement prendre un peu votre temps, hein, pour certainement voir Monsieur le ministre d'État. Oui, bon, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Je vais donc passer l'antenne, pour ne pas dire le micro, à Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Voilà, merci. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. Hein, comment allez-vous? Hein? Oui, merci bien. Merci beaucoup. Voilà, alors, très bien. il fait tellement chaud à Abidjan. Vous avez quitté, vous arrivez aux États-Unis. Il fait beaucoup plus chaud ici, hein, je pense. Hein? Oui, ben voilà, donc c'est nous qui sommes venus avec le soleil. Voilà tout. Ok, d'accord. Alors, juste avant de commencer un peu notre émission, nous vous donnons certainement la possibilité de vous adresser un peu hein, aux auditeurs qui nous écoutent pratiquement dans les quatre coins du monde et surtout aux États-Unis, avant peut-être votre petite présentation. Bien, ben écoutez, moi je voulais saluer donc tous les auditeurs et leur dire que la Côte d'Ivoire est en marche et avec le président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, dit bonjour au monde entier et que aujourd'hui la réconciliation est engagée et la question justement de la sécurité également fait l'objet de beaucoup d'attention du gouvernement et que là aussi le développement économique est en route puisque comme vous le savez, l'année dernière on a terminé avec un taux de croissance de 9,8 et les perspectives en Côte d'Ivoire en termes d'investissement sont bonnes. Donc je voudrais ici inviter tous ceux qui ont un intérêt pour l'Afrique de venir partager avec nous les questions pratiques et surtout les meilleurs investissements à réaliser dans les secteurs de l'agriculture, dans l'industrie, dans la construction et j'en passe. Voilà, nous sommes prêts à les accueillir en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour le petit message avant l'interview. Merci beaucoup. Voilà, un message plein d'espoir, hein, voilà. Alors, nous allons aller très rapidement, Monsieur le ministre. Vous êtes aux États-Unis depuis déjà quelques jours. Est-ce qu'on peut savoir réellement l'objet de votre visite aux États-Unis? On a parlé tout à l'heure donc de la Banque mondiale. Oui, alors, je suis effectivement à la tête d'une délégation du secteur public, bien sûr, et également du secteur privé, pour une visite ici à Washington avec les autorités responsables de la Banque mondiale et de la SFI. Je dois dire que les préoccupations que nous sommes venus porter, c'est avant tout les tenir informés sur les engagements, bien sûr, du gouvernement, mais plus spécifiquement de mon département ministériel. Comme vous le savez, j'occupe la fonction de ministre d'État en charge de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle. Et les préoccupations, comme je disais, sont au nombre de 3. Le premier centre d'intérêt a porté sur la réforme de la formation professionnelle,
comme vous le savez tous, c'est une question difficile, une question importante qui doit trouver solution pour le bonheur de nos jeunes frères et sœurs qui sont dans ce dispositif scolaire. La deuxième préoccupation, c'est la couverture maladie universelle. Comme vous le savez également, la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui sont en train d'initier une couverture au niveau de la sécurité sociale de sa population. La cible, c'est vraiment d'abord les nationaux, mais également les non-nationaux. Donc c'est un projet important que le gouvernement et le président de la République entendent réaliser dès le mois de décembre 2013. Et puis, bien sûr, le dernier centre d'intérêt, c'est vraiment la question de l'emploi des jeunes qui est une préoccupation transversale partagée par l'ensemble des pays du monde parce qu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a trouvé une équation qui lui permette justement de résoudre la question de façon globale et définitive. Voici les trois préoccupations, les trois centres d'intérêt que je suis venu partager avec les autorités de la Banque mondiale. Alors, nous allons aller très rapidement par rapport certainement à la première préoccupation concernant donc la réforme de la formation un peu professionnelle. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez déjà peut-être un petit plan déjà pour apporter beaucoup donc de réformes au niveau donc de la formation professionnelle? Oui, alors très rapidement, il faut d'abord que je vous dise quelle est la situation. Dans l'éducation en Côte d'Ivoire, dans le système éducatif ivoirien, nous avons trois niveaux de goulot d'étranglement. Le premier, c'est au niveau du CM2. Pour passer dans le cycle, on va dire, du collège, vous avez deux examens. Il y a un qui est le CEP, qui est connu, et vous avez l'entrée en sixième, qui est en réalité un concours, parce que ce sont les plus méritants qui sont retenus pour aller en sixième. À ce niveau-là, il y a déjà un premier problème, puisque tous les jeunes ne vont pas donc en sixième. Et là, c'est une population importante qui reste sur le carreau. Le deuxième niveau, c'est le BEPC et les notes, les moyennes d'orientation pour aller en seconde dans les lycées. À ce niveau-là, il reste encore sur le carreau une bonne partie, un bon millier de jeunes qui ne peuvent pas aller dans les lycées, faute de place, pour diverses raisons. Et puis le troisième et dernier goulot d'étranglement, c'est bien sûr le bac qui vous permet d'entrer à l'université. Et même quand vous avez le bac, à l'université, ce n'est pas garanti. Alors, vous voyez que à ces trois niveaux, il y a vraiment des interrogations. Et c'est vraiment cela qui nous a motivés à faire cette réforme pour que, justement, la formation professionnelle et technique puisse recevoir, justement, tous ceux qui, à des niveaux où ils n'ont pas réussi, et bien que cela puisse, n'est-ce pas, être récupéré par le dispositif de la formation professionnelle qui va leur donner un métier. Et donc, la réforme est en cours et le secteur privé est étroitement lié. Et la Banque mondiale, qui à travers le monde a des expériences, eh bien, nous sommes venus partager quelques-unes de ces expériences-là pour parfaire le nouveau dispositif de la formation professionnelle et technique que nous entendons mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Justement, les différents ministres de la formation professionnelle ont touché pratiquement ce segment, hein, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu donc d'amélioration. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci sera la bonne? Alors, de mon point de vue, je n'ai pas connu de réforme. Je voulais simplement vous rappeler, moi, ça fait la deuxième fois que je reviens dans ce ministère. J'étais là déjà pour la première fois en 2007, et c'est moi qui ai initié cette réforme. Et de mon point de vue, non, je ne connais pas de réforme qui ait intégré, je dis bien intégré, le secteur privé. Et c'est pour cela d'ailleurs que dès mon arrivée pour la première fois à ce ministère, ensemble avec le secteur privé, et sous la houlette de l'ex-président, on a pu mettre en place une convention qui nous permet justement de faire entrer de façon définitive le secteur privé dans les comités de gestion de l'ensemble des établissements du dispositif de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, il s'agit pour nous de poursuivre cette réforme-là, et nous sommes convaincus qu'au terme, eh bien, on aura un système efficient qui va permettre de donner un métier à chaque Ivoirien qui sera passé dans notre nouveau dispositif, et que l'avenir pour lui soit totalement ouvert, parce que ce métier va lui permettre de gagner sa vie.
Alors, passons donc à la deuxième préoccupation. Vous avez dit tout à l'heure, il s'agit donc de l'assurance universelle qui avait certainement commencé, certainement, autant donc on a beaucoup plus fait de la publicité, j'allais dire, autant donc du président, l'ancien président, monsieur Laurent Gbagbo. Alors, cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà coordonné pratiquement, un plan qui va permettre, si vous voulez, donc d'atteindre un peu l'objectif qui s'est ouvert de couvrir, comme l'avait dit tout à l'heure, non seulement les Ivoiriens, mais aussi les non-Ivoiriens? Alors, comme vous le savez, c'est une préoccupation majeure du gouvernement pour les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Les 10 dernières années, la crise a vraiment fait beaucoup de victimes et le gouvernement, le président de la République ont décidé d'aider ces populations-là et surtout les plus vulnérables. Et pour cela, le dispositif qui est mis en place va intégrer, je dis bien, va intégrer au fur et à mesure de l'avancement des couches ou des secteurs d'activité qui regroupent justement nos parents, nos frères et sœurs, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans les services, qui sont dans les commerces, qui sont dans l'artisanat, et j'en passe, à pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là. Le lancement des travaux va se faire au mois de décembre 2013, où là, de façon réglementaire, on a terminé avec la loi, le décret d'application. De façon institutionnelle, on va créer la Caisse nationale d'assurance maladie, et à partir de ce moment-là, les événements pourront dire, eh bien, le processus a démarré. Je dis bien, il s'agit d'un processus. C'est une opération qui va se dérouler au moins sur une période d'au moins 5 ans. Parce que 22 millions de population, c'est beaucoup, mais en même temps, le défi, c'est qu'au terme de ces 5 ans ou 7 ans que va durer ce travail-là, qu'on puisse tous les ans intégrer le maximum de personnes vulnérables pour pouvoir prétendre aux soins qui vont être donnés par ce dispositif. Voici quelques éléments d'information que je mets à votre disposition en vous invitant simplement qu'on puisse se redonner rendez-vous d'ici la fin de cette année pour vous donner l'évolution exacte et surtout les réactions après le démarrage du lancement de ce projet important. Alors, l'assurance universelle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet noble, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens? Est-ce que votre ministère aura les moyens? Bon, c'est pour ça que je vous parle de processus. Ça veut dire qu'il y a un début et il y a toute une mise en œuvre en intégrant des secteurs d'activité au fur et à mesure. Et c'est cela qui est important. Nous, c'est un système qui va évoluer, un système évolutif. Surtout, avant d'intégrer, il y a toute une organisation à faire. Je prends l'exemple, par exemple, des commerçants. On sait que les commerçants en Côte d'Ivoire ont une association. On sait que les artisans ont une association. Mais encore faut-il que cette association soit structurée, organisée, avec une liste exhaustive des membres. Et c'est cela qui va nous permettre, justement, de récupérer cette base de données, de sensibiliser, de former même ces futurs membres pour que, eh bien, les cotisations et toute la philosophie de la couverture maladie universelle leur soit inculquée pour que le système puisse tenir et être un système pérenne. Parce que vous avez rappelé tantôt ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est vrai que c'est un projet qui a démarré il y a à peu près une dizaine d'années, mais on ne va pas rappeler l'histoire. Ce qui est important, c'est ce qui va se venir. Et nous sommes tombés d'accord pour aller de l'avant en intégrant au fur et à mesure, parce que le premier dispositif, lui, il voulait régler de façon globale cette question en une fois, et qui était extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a changé d'approche en disant, nous allons mettre le dispositif et intégrer au fur et à mesure, n'est-ce pas, les différents corps de métier, les différentes associations, des segments de notre économie. Voilà la seule différence que nous avons pour l'instant. Et nous pensons qu'après le lancement, eh bien, on pourrait regarder ensemble les différents bilans à mi-parcours qui vont être effectués tout le long de ce processus.
Voilà, un projet assez noble. Hein? Et quelle est réellement aujourd'hui la situation des personnes handicapées un peu donc en Côte d'Ivoire? Alors, d'abord, il faut savoir que depuis 1998, il y avait un texte qui faisait de la question une question prioritaire. Mais le temps aidant, eh bien, ce projet de loi n'a pas vu son décret d'application être discuté au Conseil. Et puis, bon, bien sûr, vous avez la période de la crise. Et quand on a repris ce projet de loi, eh bien, au niveau de mon département ministériel, nous avons organisé 3 ateliers pour traduire les différents décrets d'application de cette loi. Et ce sont ces 3 décrets d'application qui se trouvent être aujourd'hui sur la table du gouvernement pour être analysés et validés, et puis ensuite, bien sûr, pour être mis en œuvre. Donc la question d'handicapés va connaître une évolution. Parce que là encore, il y a des emplois qui leur seront réservés, tant au niveau du public qu'au niveau du secteur privé. Je rappelle que le dernier atelier que j'ai eu date d'il y a 2 semaines, au BIT, sous l'égide du BIT, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et j'ai bon espoir que tout ça devra évoluer d'ici fin de cette année. Voilà, justement, voilà. Alors, revenons donc à la 3e préoccupation, monsieur le ministre. Vous l'avez parlé tout à l'heure, c'est au niveau de l'emploi qui devait en principe être un problème, un souci majeur, j'allais dire, donc, de tout gouvernement et surtout donc de votre gouvernement. Aujourd'hui, il y a des différents chiffres qui sont communiqués, monsieur le ministre, avant de vous poser la toute première question par rapport à ce segment. Le BIT, que vous avez mentionné tout à l'heure, parle d'un taux de chômage de près de 60%, de 60, entre 40 et 60%. L'AGPEC vient de communiquer son chiffre qui parle de près de 9,8%. Alors, quel est réellement le taux de chômage actuellement, un peu en Côte d'Ivoire? Alors, pour vous répondre, je voulais vous poser une question. Alors, le cultivateur qui se lève le matin, qui prend sa daba, ses instruments, part donc travailler dans sa plantation de cacao. Pour vous, s'agit-il d'un travailleur, d'un cultivateur, d'un paysan? Et pourriez-vous me donner donc la définition? Bien sûr que je ne vais pas vous laisser répondre. C'est pour bien montrer, que le critère de travail est apprécié différemment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement pour que l'on puisse qualifier, un taux, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur qui est travailleur et qui ne l'est pas. Je pense que c'est une fois qu'on aura arrêté donc cette base qu'on pourra parler de taux qui sera partagé, on va dire, par l'ensemble des institutions statistiques de la Côte d'Ivoire, de la région et au plan international. Dans le cas d'espèces, la Côte d'Ivoire a lancé cette étude-là, cette enquête-là, en 2012, avec l'appui, c'est ça qui m'étonne, avec l'appui du BIT, avec l'appui de l'INS, l'Institut national de statistiques Abidjan, de l'École nationale de statistique, l'ENSIA, et économie appliquée de l'Université d'Abidjan. Et bien sûr, le ministère d'État, ministère chargé de la question de l'emploi. Et ce sont les résultats issus de cette enquête menée par les partenaires techniques que je viens de vous citer que nous sommes fait le devoir de publier. C'est vrai que ça a suscité beaucoup de commentaires. Eh bien, nous sommes extrêmement prudents, mais en même temps rassurés puisque je viens de vous citer les partenaires qui ont concouru à la réalisation de cette enquête d'emploi. Le taux de chômage, aujourd'hui, sur le plan national, est de 9,30%. Je ne plus donc tous les... Mais sachez qu'on a un taux aujourd'hui de chômage de 9,39, si mes souvenirs sont exacts. Ça, c'est la ville, c'est le taux au plan national. Mais quand vous prenez une ville comme Abidjan, le taux passe de 9 du plan national à 25%. Simplement parce que depuis la crise, ces 10 dernières années, tous les jeunes, la quasi-totalité, sont descendus à Abidjan pour venir grossir justement le rang des demandeurs d'emploi. Et c'est cela que nous voulons corriger, simplement parce que le président de la République
et le chef du gouvernement ont décidé également d'éprouver ce chiffre-là en lançant à nouveau au mois de juillet-août une deuxième enquête qui va, lui, prendre en considération tous ces déplacements et tous ces faits que je viens d'évoquer pour que, de façon définitive en Côte d'Ivoire, et quasiment tous les ans, jusqu'à ce que tous les statisticiens et tous les partenaires se mettent d'accord sur une méthodologie et être d'accord, et bien sûr, sur les chiffres qui vont être communiqués pour l'avenir. Et c'est vraiment cet exercice auquel nous soumettons tous ceux qui nous ont aidés dans cette enquête emploi 2012. Pour me résumer, je demanderai simplement que les premières statistiques qui sont sorties, qu'on puisse les prendre comme étant des éléments de base qui vont connaître bien sûr une évolution par la deuxième enquête que nous lançons bien sûr, bientôt au mois de juillet ou fin juillet, début août, pour venir consolider les résultats que nous avons eus sur l'enquête 2012. Voilà les éléments d'information que je peux vous donner pour dire que là, en plus des partenaires que je viens de vous citer, eh bien, la Banque mondiale que nous avons vue est tout à fait décidée à nous mettre un de ses experts pour aider à davantage peaufiner cette enquête emploi de 2013. Le deuxième organisme, c'est l'ONUDI également, qui a décidé, compte tenu justement de la première expérience qui pour nous a été une expérience réussie, va se joindre à nous pour que, de façon, on va dire, définitive, et les partenaires techniques et nous-mêmes soyons d'accord sur le chiffre de 2013 qui va sortir au mois de novembre 2013. Voilà. Tout ceci pour bien montrer que c'est une question difficile. Les statistiques sont une matière scientifique sur laquelle plusieurs interprétations peuvent être faites. Mais pour rallier, justement, l'avis de tous ces experts-là, que je viens de vous citer, c'est qu'ensemble, on puisse écrire les termes de référence et adopter le mode opérationnel de cette enquête et bien sûr les modèles de calcul qui vont nous permettre d'aboutir à un résultat comparé et un résultat qui fera l'unanimité. Et c'est cela que nous visons pour le mois de novembre 2013. Voilà, novembre 2013, vous avez parlé donc de statistiques, vous avez parlé de méthodologie, vous avez parlé pratiquement un peu des thèmes un peu techniques. Nous avons aussi un professionnel, Monsieur Soumaoro, qui est doctorant en économie dans l'État de Oklahoma, proche du RHTP. Alors, Monsieur Soumaoro, vous avez donc Monsieur le ministre d'État en ligne. Allez-y pour vos deux questions. J'avoue, Monsieur Jacques Rocher, que je suis très mal à l'aise avec cette présentation parce que le ministre, c'est quelqu'un que je connais personnellement et que je salue au passage de nous donner l'opportunité, de parler de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'aborder des questions importantes comme l'emploi des Ivoiriens et surtout l'emploi de la jeunesse. Moi, ma question, je pense qu'elle a été déjà posée, puisque vous-même, vous avez ouvert la brèche sur la polémique qu'il y a eu autour des statistiques qui ont été publiées récemment par l'AGEF. Le petit commentaire ou la petite question que je voudrais poser au ministre, c'est que je suis régulièrement sur les sites spécialisés du ministère et nulle part je n'ai vu une mention de la méthodologie utilisée par la structure sous votre tutelle, Monsieur le ministre, en ce qui concerne ces statistiques sur l'emploi. Parce que cette méthodologie, par exemple, permettrait à des observateurs ou bien à des statisticiens extérieurs au département ministériel que vous dirigez d'avoir une lecture beaucoup plus saine en ce qui concerne la définition du travailleur qui a été utilisé dans ces statistiques et nous serons heureux, bien entendu, si cette méthodologie est publiée pour la prochaine séance d'enquête que vous venez d'annoncer. Je vous salue au passage, c'est encore sous mon nom Douche et je suis ravi de vous avoir, Monsieur le ministre. Merci. Non, justement, c'est pour qu'on puisse éviter de tels commentaires que je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Mais moi, si par le biais de ce journaliste,
je peux avoir votre email adresse, je peux vous envoyer tout le dossier qui a été fait et vous verrez là-dedans que nous nous sommes fait aider par Aristat, qui est une structure de statistiques régionale, que nous nous sommes fait aider par le BIT lui-même dans sa division de statistiques. Troisièmement, que l'École nationale d'économie appliquée, qui est à l'université, nous nous sommes fait aider par cette école-là, et nous nous sommes fait aider par l'INS, qui est notre Institut national de statistique. Moi, je suis économiste financier, je ne suis pas statisticien, mais les éléments qui ont été mis à ma disposition m'ont permis un tout petit peu de comprendre les différents mécanismes qui ont été utilisés pour atteindre un certain nombre de chiffres. Je dis simplement, je peux vous faire parvenir le fichier, comme apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une matière que vous dominez, et à partir de ce moment-là, vous recevez ces fichiers, on peut faire le débat. Mais justement, comme la polémique, à la date d'aujourd'hui, a enflé l'opinion, la seule manière de nous mettre d'accord, c'est de dire, écoutez, c'est une première en Côte d'Ivoire, eh bien, la deuxième enquête emploi que le gouvernement a décidé de lancer, nous, en plus des experts que je viens d'énumérer, eh bien, on a le concours également de l'ONUDI, de la Banque mondiale, puisque je suis ici dans ce cadre-là. Eux, ayant vu le chiffre, nous ont dit, écoutez, nous, ce qu'on va faire pour le lancement de la deuxième, eh bien, on sera là au départ. Ensemble, on va donc rédiger les termes de référence, et puis on pourra mener cette enquête ensemble. Je pense qu'il n'y a pas meilleur compromis que de nous retrouver à la publication des résultats au mois de novembre 2013 sur la deuxième enquête emploi. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je ne veux pas polémiquer. Pour moi, il y a eu un chiffre qui, pour l'instant, fait l'objet de discussions. Et je peux vous dire que même ce dossier-là n'est même pas sur la table du gouvernement. Il est pour l'instant dans une cellule technique qu'on appelle le pool économique, et c'est lui qui va examiner, à la suite de la restitution de l'atelier qu'on a fait il y a 2 semaines à Abidjan, à l'université, sur les résultats de cette enquête. Et c'est seulement après les discussions que, dans le pool économique, le dossier ira au conseil de gouvernement. Et après le conseil de gouvernement, eh bien, le conseil des ministres va pouvoir, n'est-ce pas, se l'approprier et publier les derniers chiffres, qui d'ailleurs peuvent connaître une correction, parce que, comme je vous ai dit, il s'agit donc de pool économique et technique, dans lequel on a également des expertises. Donc je voulais vraiment rassurer les uns et les autres. Nous avons à cœur de donner les chiffres exacts, et je comprends l'impatience, ou en tout cas ce que ça peut susciter. C'est la première fois vraiment qu'on ouvre un tel débat sur la question des statistiques d'emploi en Côte d'Ivoire. Alors moi j'ai dit, sincèrement, donnez-nous un tout petit peu de temps sur la deuxième enquête, et on pourra alors vous retrouver au mois de novembre pour que là, de façon comparée, on puisse, n'est-ce pas, vous expliquer ce qui nous a amené à tel scénario. Voilà ce que je peux vous dire comme élément vous donner comme élément de réponse. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. En attendant donc le mois de novembre, Oui. Voilà, nos compatriotes ont encore toujours beaucoup de questions pour vous. Nous allons aller du coup dans l'état. Bien sûr, mais je suis là pour ça. Voilà, dans l'état du Massachusetts, avec précisément à Boston, que vous connaissez certainement bien, avec Sister Sarah, qui est enseignante et aussi dans le corps médical au niveau donc des États-Unis. Sister Sarah, vous avez monsieur le ministre est en ligne. Merci Jacques. Bonsoir monsieur le ministre. Oui, bonsoir madame. Oui, mais écoutez, monsieur le ministre, je suis très ravi parce que malgré tout la talafou qu'on a fait de vous avant votre arrivée, vous avez été plus honnête même que les faiseurs d'Atalafou, et j'apprécie cela. Merci. Alors moi, mon problème, c'est, je voudrais vraiment que vous puissiez nous dire, avec toute l'honnêteté que vous avez tout à l'heure montré, est-ce que ces chiffres du chômage en Côte d'Ivoire, je sais que vous n'êtes pas, peut-être que vous êtes économiste, je ne suis pas sûre, mais ces chiffres du taux de croissance, est-ce que ce sont des chiffres qui sont proches de la réalité? A-t-on assisté à des créations de boulot? Y a-t-il eu beaucoup d'affectés depuis l'université? Est-ce que les nouveaux licenciés, les nouveaux maîtrisards, tous ces gens-là, une grande majorité a pu être insérés dans la société civile?
Est-ce qu'on a créé des PME pour aider ceux qui veulent faire, puisque vous êtes un peu dans le domaine de l'école, des lycées professionnels et autres, ceux qui ont fait ces écoles-là, est-ce qu'on a mis des structures sur place pour les aider justement à trouver du travail, au point qu'on puisse dire que le taux de croissance serait de 20% ou de 29%? Monsieur le ministre, c'est là ma question. Merci. Non, le taux de croissance, c'est 9,8%. Oui, pardon, non, le taux de chômage. Ah, le taux de chômage, oui. Le taux de 9% chômage. au plan national et au plan de la ville d'Abidjan, 25, 80, 26%. Oui, je vous écoute, madame. Bon, donc je écoutez. disais qu'avec ce taux-là, oui, avec ce taux, est-ce que c'est un taux qui est proche de la réalité? Parce que nous nous rappelons aussi les taux avant l'arrivée de M. Ouattara. On a parlé de 18% déjà en 2010, et puis aujourd'hui on est à 29%, c'est ça, ou 24%. Non, 25, avec la 25, voilà. Avec la crise qu'on a connue, avec tout ce qu'on a traversé, est-ce que c'est vraiment possible que ce taux-là soit celui que vous nous avez donné? Combien de créations de boulot y a-t-il eu? Combien d'insertions dans la société civile de travailleurs, d'affectés? Si vous avez des idées, ça pourrait nous aider un peu à être plus présent de la réalité. Alors, merci. Oui, merci madame. Je voulais vraiment donc vous remercier et vous dire que je suis ravi et je vais pouvoir vous donner des éléments d'information, mais qui reposent sur la vérité. Encore une fois, sachez simplement que le taux de chômage de la ville d'Abidjan, qui est une zone urbaine, qui a reçu durant ces 10 dernières années tout le flux des jeunes, des familles qui sont venues, qui ont fui la crise, qui sont venues à Abidjan, ce taux-là n'est pas de 9%, madame. Je viens de vous le dire, il s'agit d'un taux, comparativement à ce que vous avez dit, eh bien, ce taux-là de la ville d'Abidjan, compte tenu justement de la migration qui a eu lieu ces dernières années par rapport donc à notre crise, il est de 25%, madame. Il est de 25%. C'est le taux lycée, c'est-à-dire le taux moyen, voilà, qui est de 9%. C'est pour ça que je vous ai dit, vous savez, les chiffres sont toujours donc problématiques, parce que tout dépend des termes de référence. Et je vous ai donné tout à l'heure donc une définition en disant, comment qualifiez-vous un cultivateur qui va au champ? Est-ce que celui-là c'est un travailleur ou c'est un chômeur? La réponse est claire. Alors, dans les statistiques, faut-il retenir ceux-là comme étant des travailleurs ou comme étant des personnes en quête d'emploi ou des chômeurs? Vous voyez, c'est très difficile simplement parce que le critère de base qui va permettre justement d'aboutir à un chiffre, c'est celui-là qui va déterminer le chiffre. Et comme nous sommes en train de travailler sur toute cette définition, il y a 2 ans, 3 ans, on était sur la définition de l'apprenti. C'est quoi un apprenti? C'est quoi un maître artisan? C'est quoi un artisan? Je veux dire, aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de renouer avec l'état de droit, avec un certain nombre de définitions de notre économie, pour que justement, on soit tous d'accord chaque fois qu'on va définitivement sortir un chiffre. C'est pour ça. Alors, en réponse à ce que vous dites d'être sincère, je dis je suis sincère, sur les taux au plan national, 9 et quelques, 39, si mes souvenirs sont exacts, mais pour la ville d'Abidjan, nous sommes à plus de 25%. Voici les chiffres issus de l'enquête emploi 2012. Maintenant, vous parlez du nombre d'emplois créés. Toujours à partir donc de cette enquête emploi, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1 033 d'emplois créés. Mais ces chiffres-là, il faut les corriger justement par rapport donc à un éclatement que nous avons dans les différents secteurs de notre économie. Dans l'agriculture, dans les services et bien sûr dans pratiquement les activités que nous avons bien situées dans cette étude. Et la seule chose que je puisse faire pour vous aider à mieux comprendre, c'est de vous envoyer donc les 2 ou 3 premières pages donc, de cette enquête emploi
pour que vous ayez exactement dans les différents segments de notre économie les chiffres qui ont été créés en termes d'emploi dans ces différentes activités là, économiques. Donc voilà ce que je peux vous donner pour l'instant comme élément d'information. Et je vous demande ici, si vous aviez des préoccupations, mon adresse email c'est moussadosojob, @yahoo.fr. Envoyez-moi donc un email. Je pourrai donc davantage vous donner des éléments d'information sur cette enquête emploi 2012. Mais je dois dire aussi d'une part que je suis extrêmement heureux parce que je vois que nos compatriotes, quel que soit l'endroit, ceux qui sont vraiment intéressés par les activités qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un excellent moyen, justement, de rester en contact avec vous. Monsieur le Président Ouattara de très près, hein. Rassurez-vous, nous l'avons à l'œil. Merci. Mais non, je vous dis que je suis ravi. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vraiment la diaspora s'intéresse à ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et je suis ravi. Et d'ailleurs, le président Ouattara ne dit pas autre chose. Il dit d'ailleurs donc à la diaspora de voir comment ils peuvent participer, contribuer donc à notre développement économique. Donc, on vous attend, madame, pour aller créer donc une PME et puis prendre au moins une personne, n'est-ce pas, comme employé. Ça nous ferait déjà gagner. Oui, si vous me rassurez que les dodos ne vont pas me toucher, parce qu'ici on a tous peur des dodos, monsieur le ministre. Merci. Oh, madame, même non. Écoutez, c'est une confrérie qui est respectable. Bon, c'est vrai que partout, il peut y avoir des dérapages, mais je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment très culturel, cette activité-là. D'accord. Alors, nous allons quitter Massachusetts pour revenir donc dans l'État de Maryland, où vous êtes certainement, vous êtes à DC à Maryland, avec le docteur Pastenda. Pastenda, allez-y pour votre question pour Monsieur le ministre d'État. Oui, bonsoir Monsieur le ministre, et puis surtout bonsoir également à son Excellence Monsieur Diabaté. Monsieur le ministre, merci de nous avoir situé sur le goulot d'étranglement qui concerne la jeunesse, l'emploi des jeunes, etc. Oui. Et de nous situer justement sur les réformes que vous voulez apporter. Il y a quand même deux questions que j'ai pour vous, puisque vous êtes en train de travailler sur la possibilité de faciliter le processus de décision, bien sûr avec toutes les études que vous faites. La question que je voudrais vous poser premièrement est celle-ci. Si le cultivateur, et je suis d'avis avec vous, est un travailleur et qu'il nécessite des investissements au niveau du travail, au niveau, n'est-ce pas, de la productivité, comment optimiser, n'est-ce pas, sa production, alors cela signifie qu'il doit être suivi de très près. Quelles sont les réformes qui ont été prises en compte, qui sont sur le point d'être mises en place pour que, justement, au niveau des impôts, puisque ça se rapproche également de l'économie, nous savons que vous êtes une charnière, donc une cellule ouvrière qui un peu peut être ce qu'on peut appeler le gendarme de tous ceux qui sont autour, et c'est une très bonne chose, puisque je crois que vous êtes très compétent. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau, n'est-ce pas, pour que, effectivement, qu'est-ce que vous avez prévu à votre niveau pour que, justement, le cultivateur, le travailleur qui est difficile à soude de paix, comme le cultivateur, n'est-ce pas, à cause de la précarité du travail qu'il fait, mais qui a un haut rendement, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que, justement, tout ce qu'il peut produire puisse réellement produire, bénéficier, amener justement l'État et aussi bien la population à profiter de cela. Comment justement, qu'est-ce qui est prévu pour que sa rentabilité puisse profiter sur le plan économique, aussi bien à lui qu'aux autres. Bien. Alors, je dois dire deux choses. Vous vous rappelez donc la fameuse loi, je pense que c'est une loi de 1998 sur le foncier rural. Eh bien, le président Ouattara, lors d'un des conseils de ministres à Yamoussoukro, a demandé au Premier ministre de ressortir ce dossier-là pour qu'on puisse travailler à l'effet justement de régler de façon définitive cette question du foncier rural. Vous savez très bien que lorsque vous avez un certificat de propriété d'un terrain qui vous appartient, c'est déjà un premier gage qui peut être hypothéqué par une banque en vue de lever des petits financements pour vous aider à accroître votre productivité, à vous équiper avec des petits outillages pour faciliter votre existence. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément qui également fait partie de notre environnement aujourd'hui et sur lesquels le président Ouattara a donné des instructions, c'est par exemple, en prenant par exemple les paysans de la filière café-cacao. Il a imposé que 60%, je dis bien 60% du revenu du cacao soit réservé aux producteurs de café et de cacao. Et cette manne-là qui leur est donnée devra en principe leur permettre d'acquérir des outillages, de prendre une assurance maladie et bien sûr d'éduquer leurs enfants par des inscriptions dans des établissements. Je pense que ces deux éléments-là vont permettre de changer, pour moi, à terme, la vie de nos producteurs de café et de cacao. Et d'ailleurs, cette disposition-là, il l'a rappelé à Korogo, eh bien, il faut que ce mécanisme qui a été mis en place pour protéger les paysans, que ce mécanisme, pardon, des producteurs de la filière café-cacao, que ce mécanisme-là soit également partagé aux producteurs de noix de cajou. Autant vous dire que ce sont des dispositions réglementaires qui vont de plus en plus apparaître dans notre environnement pour que, justement, ces différents segments de notre agriculture puissent être des filières bancables. Et c'est cela qui va permettre vraiment le développement et améliorer leur productivité et améliorer tout court, je dis bien tout court, la vie de nos concitoyens. Donc voilà quelques-unes de ces des mesures qui sont mises en œuvre pour que la situation de nos parents puisse s'améliorer. Bon, évidemment, il y a d'autres mesures, hein. Par exemple, donc l'accès au microcrédit, l'accès au microcrédit. Voilà, voici autant d'éléments qui vont nous permettre de changer progressivement l'environnement de nos populations, de nos producteurs. Monsieur le ministre, j'ai une deuxième question, Jacques, si vous permettez en 30 secondes. Oui, une deuxième question pour vous. Merci de nous situer justement par rapport justement aux réformes que vous voulez apporter, mais il semble que vous êtes très porté également dans votre ministère sur le social. Alors, en ce qui concerne les PME et les petites et moyennes industries, par exemple, nous voyons que votre ministère travaille également sur tout ce qui est enquête d'emploi, d'accord, sur effectivement l'étude sur la situation de l'emploi et les besoins de formation, mais également dans le secteur des mines et du pétrole, qui sont des secteurs porteurs. Vous travaillez également sur la qualification et les besoins en main-d'œuvre dans le secteur justement des PME. La question que je voudrais vous demander aujourd'hui, monsieur le ministre, vous arrivez ici aux États-Unis, mais en fait, est-ce que vous avez des statistiques en ce qui concerne la diaspora? Combien est-ce que vous savez exactement, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quelque chose de réservé également pour ceux qui voudraient rentrer en Côte d'Ivoire? Par exemple, avez-vous une idée des statistiques en ce qui concerne les diplômés de la diaspora aujourd'hui, diaspora américaine par exemple? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? D'accord. Merci. Oui. Alors, évidemment, la question de la diaspora est également fait partie des préoccupations du gouvernement et sur lesquelles un ministère d'ailleurs est dédié, c'est le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Et je sais aussi par ailleurs que le ministère des Affaires étrangères s'occupe également à aider, à recenser, à identifier justement les Ivoiriens de la diaspora pour déjà mettre des informations donc à leur disposition et surtout leur passer les appels d'offres, les appels à candidature que le gouvernement lance dans le cadre justement du recrutement pour des grandes sociétés en Côte d'Ivoire. Et je peux citer les exemples de réussite. Le CPC, c'est quelqu'un de la diaspora. Je prends donc l'ADDR, c'est quelqu'un de la diaspora qui était au Congo. Je peux citer le directeur de cabinet de Madame la ministre de l'Éducation nationale et quelqu'un de la diaspora qui était à Paris. Enfin, je voulais vraiment donc vous rassurer sur cette volonté du président Alassane Ouattara de voir la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora jouer de plus en plus un rôle important, un rôle prépondérant dans le développement économique de notre cher pays. Malheureusement, pour l'instant, je veux dire, je suis là il y a 6 mois, je n'ai pas encore accès à cette base de données dont dispose mon collègue, mais je peux vous dire qu'on travaille vraiment
ensemble. Même aujourd'hui, dans la voiture, j'en parle avec l'ambassadeur pour qu'il me donne une idée à peu près du nombre des Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Donc, pour vous dire que c'est une préoccupation, et moi, je la partage avec tous ceux qui ont l'information, parce que dans les mois à venir, des mécanismes seront mis en place pour aider justement à la création des PME, des incitations fiscales également sont accordées. C'est vrai que dans le code des investissements que j'ai réalisé quand j'étais ministre de l'Industrie, eh bien, prévoir des dispositions au niveau réglementaire concernant les industries, mais je pense qu'on doit aller au-delà. On doit aller au-delà et je partage également cette préoccupation avec vous. Il nous faut véritablement donc inventer des mesures fiscales beaucoup plus incitatives que celles qui sont dans le code des investissements, qui sont en réalité destinées à l'industrie et à un certain nombre d'activités. Donc je conviens avec vous qu'il faut qu'on soit plus ambitieux. Et bien donc, nous allons avancer, et avec vous d'ailleurs, pour que la question de la diaspora, de l'investissement de la diaspora en Côte d'Ivoire devienne une réalité. Voilà, alors, nous allons aller dans l'état donc de Newark. Newark, pas tellement loin de New York, monsieur le ministre, avec monsieur Alfred, proche donc du Front populaire ivoirien. Alfred, allez-y pour votre question pour monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci bonsoir, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à travers là, monsieur l'ambassadeur, en fait, qui a vraiment, finalement, a besoin d'être salué parce qu'il nous donne l'opportunité, en fait, d'avoir les personnalités du gouvernement du Dr Alassane pour qu'on puisse véritablement leur poser des questions parce qu'ils ont plus ou moins décidé à gouverner ce pays-là. Donc, ça nous va droit au corps de les avoir sur des antennes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et merci à monsieur l'ambassadeur, ce partenariat avec le frère Jacques Roger. Bon, monsieur le ministre, ma question, j'ai deux questions à vous poser. La première question est de savoir comment vous faites, vous passez sous le radar des feux politiques, pour que, moi personnellement, je suis un peu, dans mes recherches, j'ai vu que vous êtes ministre un peu longtemps, plus de 8 ans à 10 ans maintenant que vous êtes ministre, si je ne me trompe pas, et que on n'entend pas véritablement parler de vous. Et que, bon, finalement, ma question est la suivante, c'est-à-dire que lorsque, si demain, si on vous démettait de vos postes de ministre de l'emploi, je ne le souhaite pas, alors quel legacy vous laissez en fait aux Ivoiriens, parce que vous avez dirigé plusieurs ministères et vous avez vu la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous laissez véritablement en tant que ministre aux Ivoiriens? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous êtes ministre de l'Emploi. Et aussi, nous savons que votre collègue, le ministre de la fonction publique aussi, fait de l'emploi. Alors, à quel niveau se limitent les deux fonctions? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de combiner en fait le ministère de la fonction publique aussi qui fait de l'emploi parce qu'il recrute encore des Ivoiriens et dans une fonction aussi qui est en fait des fonctions d'État. Donc, il y a deux emplois qui sont là à ce moment-là où se trouve la limite entre vous et votre collègue. Je vous remercie, monsieur le ministre. D'accord, merci beaucoup. Non, je pense qu'il faut bien serrer les choses. Mon collègue de la fonction publique gère véritablement tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il fait des recrutements, mais c'est essentiellement des fonctionnaires. Moi, la différence avec lui, c'est que personnellement, je ne m'occupe pas des fonctionnaires. Moi, je m'occupe de l'économie. Comment former des jeunes pour que ces jeunes soient utilisés dans notre économie de façon globale. Voici donc les deux fonctions qui sont totalement complémentaires et pour lesquelles chacun a une mission précise pour donner le meilleur de lui-même et bien sûr répondre aux aspirations de nos populations. Ça, c'est donc la réponse à la deuxième question. Alors, vous avez dit que ça fait, je crois, 8 ans ou 10 ans que je suis au gouvernement. Alors, je vous rassure, je suis au gouvernement depuis le mois de mars 2002. Mars 2003, exactement. Voilà, mars 2003. Donc, effectivement, ça fait 10 ans que je suis au gouvernement. Vous dites on n'entend pas parler de moi. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Mais je voulais vraiment vous rassurer. Si je suis au gouvernement depuis une dizaine d'années, parce que maintenant, je vais même aller plus loin, c'est plus de 10 ans, c'est uniquement parce que j'ai toujours fait le travail pour lequel on m'a nommé. Et ce travail, c'est moi qui vous le dis, a toujours été bien fait. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que demain si on me démettait, qu'est-ce que j'aurais laissé c'est bien ça, à la nation ivoirienne. Voilà, absolument, ouais. D'abord,
Comment? Après 10 ans de service, hein? Oui. Oui, c'est ça. J'ai bien noté, la question, c'est après 10 ans de service, qu'est-ce que j'ai laissé aux Ivoiriens? C'est ça? Oui, absolument, ouais. Bon, alors, je pense que vous avez besoin que je vous fasse un bilan. Mais là, les quelques minutes qu'on me donne vraiment ne me permettent pas de faire... Non, en fait, monsieur le ministre... Je vous donne... Non, mais vous allez voir. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Hein. Voilà, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Mon premier poste a été le ministre de l'Artisanat et de l'Encadrement du secteur informel. Et là, pour ne citer que 2 ou 3 exemples, hein, j'ai mis en place un fonds d'appui à la promotion de l'artisanat. Ce fonds existe jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il est doté par le gouvernement et ça marche. Ça n'existait pas avant moi. Deuxièmement, j'ai initié le code de l'artisanat, ce qui n'existait pas non plus avant moi. Et aujourd'hui, on a un code de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Donc, je suis maintenant au ministère du Commerce. Je suis resté 15 mois parce que ça a été un gouvernement qui était présidé par le Premier ministre Charles Konan Banny. J'ai apporté une contribution substantielle dans les accords de coopération Cotonou-Union européenne. Et là, c'est un dossier que j'ai réveillé pendant près de 15 mois pour le porter justement donc au plus haut niveau et pour que la question soit débattue et que ce soit une question importante à l'agenda du président et de l'ensemble du gouvernement avec nos partenaires techniques. C'est ce qui a été fait. Après le ministère du Commerce, j'ai été à l'enseignement technique. L'enseignement technique, ça a été la réforme que j'ai lancée. Ça a été également la convention que j'ai fait signer avec le secteur privé, permettant au secteur privé d'entrer de façon définitive et irréversible dans la formation professionnelle et technique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur privé est membre des comités, disons des sortes de conseils d'administration de l'ensemble de nos établissements. Et troisièmement, j'ai lancé ce qu'on a appelé la déclaration d'Abidjan, qui fait de la question de l'emploi sur les 10 années à venir la question essentielle. C'est parti d'Abidjan. Et cette déclaration d'Abidjan, jusqu'à la date d'aujourd'hui, eh bien, elle est connue au plan national, connue au plan régional et connue au plan international, puisque tous les autres pays se sont appropriés de cette déclaration en octobre, le 23 octobre 2009, que j'ai lancé cette idée à Abidjan. Aujourd'hui, les résultats sont dans la région. Bon, ensuite, je suis reparti au ministère de l'Industrie. J'ai fait le code le nouveau code d'investissement 2012 avant de partir. J'ai lancé donc la réforme de la politique, c'est-à-dire la rédaction de la politique industrielle de Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans, on n'avait pas une politique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, si je suis là, je voulais vraiment vous rassurer, c'est parce que je suis discret, parce que c'est ma nature, j'aime bien cela, mais l'efficacité dans le travail, je peux vous assurer que je l'ai fait. C'est pour ça qu'on me garde encore au gouvernement jusqu'à maintenant. Et là encore, avec l'emploi, les affaires sociales et la formation professionnelle, je poursuis cette réforme que j'ai initiée. Je suis revenu la trouver à un niveau, je la prends et je la terminerai avant de partir donc en 2015. Le deuxième chantier que nous sommes en train de mener, c'est la réforme de toutes les assurances. Je viens de vous parler de la couverture maladie universelle. J'ai terminé la réforme de la MUGEPSI. J'ai installé le conseil d'administration il y a 10 jours avant de venir donc ici à Washington. La réforme de la CNPS, la réforme de la SEGRAE. Donc c'est autant de mesures que j'ai initiées, j'ai lancées et bien sûr qui verront le jour avant 2015. Alors on peut faire le bilan, messieurs. Donc vous voyez qu'en 5 minutes je ne peux pas tout vous dire, mais je vous demande simplement d'aller sur Internet, taper mon nom, ministre, et vous verrez donc tout ce que j'ai fait, c'est noté, c'est bien en évidence. Merci beaucoup. Voilà, bien en évidence. Hein, voilà, nous allons retourner dans l'État donc de Maryland avec M. Jean-Basile Guetta, qui lui est enseignant, qui fait des choses assez intéressantes pour la diaspora, et là aussi un grand programme, un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Alors, M. Jean-Basile Guetta, allez-y, vous avez M. le ministre en ligne. Oui, Jacques Roger, bonsoir. Bonsoir, M. le ministre d'État. Oui, bonjour, monsieur. Oui, je voulais surtout m'attarder sur la réforme de l'enseignement technique. Tout à l'heure, en début d'émission, j'ai senti que vous étiez très préoccupé par les examens et concours que, par exemple, vous avez parlé de l'examen et concours de CP de l'entrée en 6e. Oui, vous avez abordé celui
du BEPC et du bac. Moi, j'estime, en tant qu'enseignant aussi et qui fait des recherches dans ce domaine, je pense que est-ce qu'aujourd'hui, en 2013, ce sont des examens qui ont encore leur sens? Parce que vous conviendrez avec moi qu'aux États-Unis où nous sommes, et nous sommes ici pour étudier, les étudiants accèdent à l'université et il n'y a pas autant de barrières. Et ça ne fait pas d'eux des étudiants moins intelligents. Alors donc, nous avons un système qui est extrêmement compliqué parce que déjà à 11 ans, si vous ne passez pas cet examen si vous passez cet examen 2 ou 3 fois et que vous ne l'avez pas et que vous êtes un élève de pauvre, je veux dire un élève qui a des parents pauvres, vous pouvez vous retrouver à la rue. Ça, c'est vous voyez? Ouais. Alors, donc, est-ce que vous travaillez de concert avec le ministre, Madame la ministre, pour pouvoir vraiment conduire ce projet-là à fond? Parce que si vous le faites, le problème, c'est quoi? Moi, j'estime qu'il faut pouvoir, les deux ministères, le régler en amont, parce que les élèves que vous retrouvez viennent en général du ministère de Madame Kandia. Alors, comment est-ce que vous, en tant que ministre de l'enseignement technique et Madame Kandia, comment est-ce que vous arrivez à coordonner tout cela pour ne pas que votre réforme, qui, je l'espère, est conduit pour pouvoir vraiment amener tous ces élèves à être des Ivoiriens productifs, ne souffrent pas aussi du fait que le problème de l'autre côté n'est pas réglé, surtout au regard des examens et concours que vous avez mentionnés tout à l'heure. Alors, Monsieur le ministre, il a parlé d'enseignement technique et la formation professionnelle. Est-ce que c'est la même chose? Allô, Monsieur le ministre? Et voilà, vous l'avez parfaitement compris. Hein. Vous êtes donc toujours dans le coup de notre émission Roger Show. Hein. Alors, oui, Jacques. Et donc, monsieur le ministre. Alors, Monsieur Guetta, je vous permets certainement donc de développer un peu votre idée, hein, le temps donc d'avoir certainement Monsieur le ministre. Oui, Jacques, ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que la plupart des élèves qui viennent, comme on appelle cela, de l'enseignement général, c'est ceux-là qui, par concours de recrutement aussi, on retrouve dans les lycées professionnels, par exemple, ou dans l'enseignement technique. Vous allez prendre le lycée professionnel de Yopougon, où on forme des comptables, le lycée professionnel de Gagnoa, et puis d'autres lycées professionnels. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est-à-dire que si monsieur le ministre est en train de lutter aujourd'hui pour faire en sorte que notre économie arrive à absorber, je veux dire, tous ces jeunes-là qui viennent, et surtout pour lutter contre le chômage des jeunes, il va falloir que déjà au niveau de l'entrée en sixième, on n'ait pas un concours qui fasse que, bon, parce que lorsque vous passez l'entrée en sixième et que vous ne l'avez pas, Jacques, et que vous n'allez pas au collège et que vous vous retrouvez dans la rue, qu'est-ce que vous avez appris, je veux dire réellement, qui puisse faire de vous, lorsque vous aurez, par exemple, vous serez en âge de travailler, faire de vous quelqu'un de productif? Absolument, bon, vous n'avez absolument rien. C'est pareil pour quelqu'un qui est en troisième, qui est peut-être à 14, 15 ans, et qui, bon, malheureusement, ne peut pas aller en seconde. Et je le dis, l'enseignement technique ne recrute pas tout le monde. Très souvent, c'est sur concours aussi. Alors donc, pour moi, je suis en train de dire, il y a trop de concours qui contribuent nécessairement au chômage des jeunes au chômage auquel nous constatons. Et tout à l'heure, je le disais, en comparaison avec les États-Unis, il n'y a pas pour passer aux choses, au elementary school, au middle school, par exemple, au middle school, il n'y a pas d'examen. Du middle school au high school, il n'y a pas de BPC qui existe. Mais est-ce que ça fait que ces élèves-là, des élèves, je vais dire, moins brillants ou bien moins compétents? Je n'en suis pas, je ne le crois pas. Alors donc, pour moi, je ne sais pas si le ministre est revenu. Hein. Voilà, nous avons Monsieur le ministre en ligne. Hein. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous entendez? Est-ce que ça va? Alors, Monsieur le ministre? Oui, j'ai bien compris la question. Voilà, allez-y, Monsieur le ministre. Alors, non, je partage vraiment ce qu'il a dit. Et c'est pour cela que ma collègue Kandia Kamara et l'autre collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Bakongo, nous avons vraiment décidé que cette réforme-là devra prendre en compte les préoccupations que le monsieur vient d'exprimer. Nous sommes parfaitement d'accord. Parce que l'entrée en sixième, c'est un concours. Ce qui est ridicule. Mais je pense que ce qu'il a dit, il a raison. Nous sommes en train de travailler ensemble sur cette réforme-là pour faire sauter justement ces barrières-là, pour que le système soit un système beaucoup plus fluide et beaucoup plus inclusif. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est vraiment le sens dans lequel la réforme va, et je suis heureux qu'ils aient soulevé cette question-là qui est en train de trouver des solutions aujourd'hui.
Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Ngueta, allez-y pour votre deuxième question. Je pense que vous avez préparé une réforme au niveau de l'éducation, Monsieur Ngueta, que certainement, peut-être pourquoi pas, soumettre ça à Monsieur le ministre. Oui, bien sûr. Monsieur le ministre, Jacques Roger, puisque vous me donnez l'opportunité de le faire, ça fait 10 ans que je suis dans l'enseignement aux États-Unis. J'ai fait 2 masters en éducation, un master en leadership et education management, et puis un master en curriculum and instruction. Et donc j'ai mis sur pied un projet qui est déjà peaufiné et qui est prêt, et qui concerne vraiment le training, c'est-à-dire apporter la formation continue à nos enseignants. J'estime pour ma part que ce qui fait défaut vraiment à nos enseignants, c'est le fait que nombreux sont les enseignants qui ne bénéficient pas de training, de la formation. Alors donc, moi je pense que si nous voulons que nos enseignants soient compétitifs, il y a tellement de recherches. L'éducation, c'est un peu comme, aujourd'hui, l'informatique, la médecine. Les choses évoluent. Oui. J'ai dit rapidement, M. Ngueta, allez-y rapidement. Oui, d'accord. Les choses évoluent tellement qu'il est nécessaire que ceux qui ont cette formation-là arrivent, par exemple, chaque mois ou chaque 3 mois ou chaque 2 mois, par exemple, prendre une région comme la région de Korogo, on réunit les enseignants du primaire, on leur dit, on les forme sur un modèle précis, et le formateur part dans toutes les écoles pour pouvoir s'assurer de l'implémentation du module. Il recueille des données qu'il partage avec les ministères. Voici les obstacles que nous avons sur le terrain, voici comment ça évolue. Alors donc, lorsque Jacques, en fait, c'est sur ça que je travaille en ce moment, et donc, j'ose espérer que lorsque j'aurai le temps d'arriver à Abidjan, et que j'aurai la chance aussi de pouvoir voir Madame la ministre, vous-même, et puis d'autres personnes, pour que, ensemble, on essaie de voir exactement ce qui est en train de faire. Maintenant, l'autre volet aussi, Jacques Roger, je termine en 30 secondes, c'est que je finis, comment on appelle cela, un 3e master en terrorisme international, et je suis en train d'écrire quelque chose sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Par la grâce de Dieu, je pense que j'aurai mon parchemin en décembre. Et donc, j'estime que c'était un danger qui aujourd'hui guette les États en Afrique. Alors, on aura la possibilité, s'il y a la possibilité, de faire en contact avec M. le ministre. Voilà. Merci. Oui, mon mail c'est Moussa Dosso Job, J-O-B, Job, comme travail en anglais, Moussa Dosso Job, @yahoo.fr. Voilà. Donc, vous m'envoyez un message et puis ensuite on pourra rester en contact. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que le training, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour rendre compétitifs les enseignants. Oui, je le connais. C'est vrai que les enseignants reçoivent des formations, peut-être pas de façon amplifiée, peut-être pas de façon totale, globale, mais sachez simplement que dans le dispositif, effectivement, on a des séances de recyclage, des séances de training, des séances de formation pour les enseignants. Mais ce n'est pas systématique. Je pense que ce que vous dites, il faut le rendre systématique, il faut le systématiser et surtout que ça poursuive un plus grand nombre. Oui, j'ai noté dans cette exposition. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on avait une petite interférence tout à l'heure. Voilà, tout est bien qui finit bien. Alors, nous allons prendre peut-être la dernière question et puis donc le mot de fin de Monsieur le ministre et puis voilà. Alors, on va directement du côté donc de Madame Nyouan qui est aussi analyse, je crois, financier. Madame Nyouan, allez-y, vous avez Monsieur le ministre en ligne pour votre question. Allô, Madame Nyouan, est-ce que vous entendez Oui, maintenant le micro est ouvert, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, madame. Allez-y pour votre question. Merci bien. Je disais bonsoir à son excellence, M. Daouda Diabaté. Oui. Je n'ai pas entendu depuis longtemps. Et bonsoir à M. le ministre, Moussa Dosso. Bon, ma question, puisque nous sommes en fin d'émission, est plutôt une préoccupation. Bon, je suis pas seulement analyste financier, je suis de formation économiste financier. Et donc, c'est par rapport à votre programme sur la réforme de l'enseignement technique et surtout de l'emploi en général.
vous êtes aux États-Unis pour rencontrer la Banque mondiale. Vous avez donc un projet pour lequel vous allez débattre des thèmes de référence. Et je pense que à l'appui de ces termes, il y aura une enveloppe financière que vous êtes venu négocier. Mais dans votre projet qui a trait à l'emploi partiellement, est-ce que, puisque votre ministère couvre aussi l'emploi, est-ce que vous avez inclus les jeunes qui sont sortis de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale? Parce qu'il faut bien qu'il va falloir que ces jeunes rentrent un jour et les impliquer dans les programmes que vous êtes en train de préparer. Est-ce que vous avez pensé à ces jeunes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Voilà essentiellement ma question. Merci beaucoup. Non, je pense que effectivement, la Côte d'Ivoire est leur pays, et je vois que vous-même vous intéressez aux questions du pays. Je pense que si les jeunes sur Internet vont sur le site de l'AGEP, qui est l'Agence de promotion de l'emploi, ils auront des informations. Et ces informations-là, on ne fait pas de différence entre les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire et les jeunes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Pourvu simplement qu'ils soient inscrits en ligne comme demandeurs d'emploi, eh bien, ils pourront bénéficier des offres que nous faisons, des offres de formation et surtout des offres de stage, parce qu'il s'agit pour nous de leur donner un premier emploi pour un stage. Il y a deux types de stages. Il y a le stage pour le diplôme, pour ceux qui souhaitent avoir une partie pratique du diplôme, et vous avez d'autres qui, eux, ont besoin vraiment de mener une expérience. Je pense qu'aujourd'hui, je viens de terminer mes discussions avec le secteur privé sur le code du travail. Le nouveau code du travail sera adopté en 2013, et les discussions que j'ai eues avec tous les partenaires techniques, tous les partenaires privés, sont unanimes qu'il faut aider les étudiants qui sont à l'extérieur, il faut aider les étudiants qui sont à l'intérieur en leur donnant un stage pratique en entreprise. Et nous, c'est-à-dire le secteur privé et nous-mêmes, sommes convenus que ça va être une obligation de leur part d'accepter ces jeunes-là. Donc, c'est une question qui est définitivement réglée par nos partenaires du secteur privé. Donc, voilà une information que je viens de donner, je viens de mettre à leur discussion, parce que les discussions vont être terminées avant la fin du mois de juillet 2013. Voilà. Je tenais vraiment donc à leur dire ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Une avancée importante dans nos discussions avec nos partenaires techniques et les partenaires du secteur privé. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Voilà, 3 toutes petites questions et puis voilà votre mot de fin. La première question. Alors, monsieur le ministre, on vous voit le plus souvent très bien habillé, mais toujours avec un nœud. Est-ce qu'il y a un petit, voilà, derrière le nœud, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un message ou bien il y a une philosophie? Non, vraiment, là, je vous dis, non. C'est parce que c'est plus pratique. Je ne sais pas attacher les cravates, c'est tout. C'est tout, c'est plus simple. Alors, le point, il est déjà attaché, je le mets au cou, puis c'est fini. Vous voyez, donc c'est plus simple. Alors, la deuxième question rapide, selon donc Jeune Afrique, vous serez donc le bras droit du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. Est-ce que vous pouvez confirmer? Oh, j'ai pas entendu la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, selon donc Jeune Afrique, vous serez donc le bras droit, le premier même bras droit de M. Guillaume Soro. Est-ce que vous pouvez confirmer? Vous avez vu ça dans quel Jeune Afrique? Moi, je n'ai pas encore vu. Ah bon, voilà, Jeune Afrique parlant donc M. Soro Guillaume. Voilà. Quel numéro? Je vous donnerai certainement peut-être un peu hors antenne, mais c'est le numéro qui parle donc. Voilà, parle donc M. Soro Guillaume. Voilà. Alors, donc là. Je peux regarder, donc je ne suis pas informé. Oui, c'est vrai, c'est un ami donc avec qui on a beaucoup travaillé. Oui, bon. Si c'est Jeune Afrique qui le dit, moi, ça n'engage que Jeune Afrique. Ce que je peux vous dire, oui, je le connais très très bien, c'est un ami. Ça, oui, je peux vous le dire. Voilà. Et là, toute première question, vous avez parlé de l'assurance maladie et vous avez attiré donc l'attention de la diaspora, demandé donc à la diaspora de s'impliquer. Alors, comment cette diaspora peut s'impliquer par rapport à ce que vous faites? Alors, la diaspora, donc, sur la couverture maladie, déjà, peut assurer leurs parents, leurs frères et sœurs. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un vaste programme du chef de l'État qui entend vraiment aider les plus défavorisés à
avoir les soins élémentaires, les soins les plus importants. Alors, la cotisation, c'est 1000 francs CFA. Ça fait 1000 francs CFA, ça fait, je crois, $2 par personne par mois. Et ça, c'est un dispositif auquel la diaspora elle-même peut souscrire si elle entend donc devenir. Mais il est clair que c'est un travail qui va se faire sur plusieurs années. Et ils peuvent regarder donc le système et nous apporter donc pourquoi pas l'expertise. Parce que c'est un nouveau dispositif que nous ne sommes pas allés copier ailleurs. Parce que vous avez la sécurité sociale en France, mais vous savez qu'elle est déficitaire. Vous savez que beaucoup de caisses d'ailleurs, donc de sécurité sociale sont déficitaires. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un système qui puisse reposer sur nos réalités locales et essayer d'avancer progressivement. Pour nous, c'est une dynamique. Et si la diaspora a une expertise, on peut, n'est-ce pas, nous la faire partager. Sinon, pour la contribution, c'est 1000 francs par personne par mois. Et pour cela, ils peuvent vraiment aider leurs parents qui sont restés sur place, leurs jeunes frères et sœurs, à profiter de ces dispositifs-là. Et l'inscription se fera sur le site, c'est ça, sur un site ou bien par oui, tout, voilà. Ça va. On commence la campagne de communication normalement au mois de septembre. Et je pense que là-dessus, on va vraiment communiquer tout le temps jusqu'à la phase pilote, au lancement de la phase pilote qui est au mois de décembre. Voilà. Donc, ils seront informés des avancées de ce dossier et surtout les modalités pratiques pour pouvoir bénéficier de cette couverture maladie universelle pour eux-mêmes et peut-être pourquoi pas pour leurs parents. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, monsieur le ministre. On avait demandé à peu près 30 minutes, 40 minutes. Nous avons eu à peu près le double. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Non, mais nous sommes disponibles. C'est le service public, hein, donc même à l'étranger, c'est nous qui sommes à votre disposition. Parce que nous, on est là pour le service public. Alors, très souvent, on dit que nos émissions, nous sommes un peu anti-gouvernement, j'allais dire même en Afrique. Vous l'avez bien vu, que vous avez été très bien traité, monsieur le ministre. Je ne sais pas, en tout cas, moi, on m'a posé des questions et comme j'ai pu répondre, j'espère simplement que j'ai pu vous donner les réponses que vous attendiez. C'est cela qui est important. Voilà. Alors, mot de fin, en 2 minutes, on vous permet de vous adresser. C'est vraiment remercier tous ceux qui sont intervenus pour leur intérêt pour la Côte d'Ivoire, pour leur intérêt sur la chose de mon département ministériel. Et j'avoue que c'est un département qui a vraiment besoin de beaucoup d'appui, beaucoup de suggestions qui peuvent venir de la diaspora pour aider à résoudre les 3 questions que j'ai évoquées avec cet après-midi, c'est-à-dire la réforme de l'éducation, formation professionnelle et technique, la question de la couverture maladie universelle et bien sûr donc la question de l'emploi des jeunes qui est une vraie préoccupation pour laquelle nous nous battons tous pour trouver des solutions. Donc je remercie tous ceux qui ont posé les questions et je remercie vraiment donc pour leur intérêt et souhaiter simplement que nous aurons d'autres occasions pour nous exprimer. Mais je me ferai fort d'obtenir la prochaine fois des éléments d'information sur l'implication de la diaspora pour que, à la limite, je puisse mieux leur donner les conseils et les informations pour qu'ils définitivement puissent se préparer et rentrer au pays. Voilà. Et merci surtout à vous qui m'avez permis justement de parler avec les compatriotes. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et portez-vous bien, monsieur le ministre. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous étions donc en direct avec le ministre d'État, M. Moussa Dosso, avec qui nous avons fait un peu le tour de l'actualité, j'allais dire un peu, au niveau donc de son département. Voilà. Alors, nous allons aller rapidement au niveau donc de la pub et puis certainement voir nos amis guinéens dans quelques petites minutes. Tried to pretend he wasn't drinking again, but Daddy left the